Allez, on enchaîne directement avec le chapitre de l'examen. Bonjour à tous, encore une fois dans cette dernière partie de chapitre 16 de la CCNA 1. J'espère que vous allez tous bien. Alors, dans ce chapitre, dans cette vidéo, nous allons voir la dernière partie du chapitre 16 et comme d'habitude toujours, on termine nos chapitres par un petit examen. Sans plus tarder, nous allons commencer directement la première question qui nous dit quel exemple de code malveillant serait qualifié de cheval de Troie. Alors, rappelez-vous qu'on a vu trois codes malveillants. On a vu le virus, on a vu le ver et on a vu le cheval de Troie. Le cheval de Troie. Ok? On a dit que le virus et le ver, c'est pratiquement la même chose, sauf que le ver, c'est un peu plus dangereux sur le fait qu'il peut se multiplier tout seul. Et le cheval de Troie, c'est le fait de cacher un logiciel malveillant à l'intérieur d'un logiciel bienveillant, si j'ose dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme réponse? Un programme malveillant développé de manière à ressembler à un jeu vidéo, ça peut être ça. Un programme malveillant qui nécessite l'intervention manuelle de l'utilisateur pour se propager entre les systèmes, ça c'est le virus. Un programme malveillant qui se greffe sur un programme légitime et infecte d'autres programmes lorsqu'il est lancé, c'est en même temps le virus et le ver. Un programme malveillant qui se propage automatiquement d'un système à un autre en exploitant une faille de sécurité sur la cible. Ça, c'est un peu la définition du ver. Du coup, la première réponse, elle est celle-là. Du coup, vous avez un jeu vidéo, un programme légitime, normal, classique, mais derrière, finalement, vous avez un cheval de Troie, vous avez un logiciel malveillant qui se cache derrière ce petit jeu. Du coup, je vais choisir la couleur verte, comme d'habitude, et nous avons notre réponse ici. Alors, la deuxième question, quelle est la différence entre un virus et un ver? On vient de le dire et on l'a dit même plusieurs fois. Les virus se répliquent automatiquement, ce qui n'est pas le cas des vers. J'ai envie de dire le contraire. Les vers se répliquent automatiquement, ce qui n'est pas le cas des virus. C'est exactement cette réponse qui est la meilleure. Du coup, les autres réponses ne sont pas les bonnes réponses automatiquement. Le ver nécessite un fichier hôte, les virus se cachent dans un programme légitime. C'est la définition du cheval de Troie. Alors, la question suivante, elle nous dit quoi? Quelle attaque implique une compromission de données qui se produit entre deux points d'extrémité? Une compromission qui se produit entre deux points d'extrémité. Du coup, vous avez une pointe d'extrémité ici, vous avez un autre point d'extrémité ici, et du coup, vous avez quelqu'un qui se met au milieu de ces deux points-là, qui prend la copie de la donnée, qui la renvoie à celui-ci, il prend ce qu'on voit à celui-là, il le renvoie à celui-ci. C'est tout simplement la personne qui se met au milieu pour compromettre des échanges entre deux extrémités, s'appelle l'attaque de type man in the middle, ou autrement dit, en français, on dit l'attaque de l'homme au milieu. Alors, la question suivante, ce qu'elle nous dit, quel type d'attaque implique qu'un adversaire tente de recueillir des informations sur un réseau pour identifier des vulnérabilités? Le fait de tenter de récupérer des informations, ça s'appelle quoi comme type d'attaque? Je pense que vous le connaissez et c'est très clair pour tout le monde, c'est l'attaque de reconnaissance. Et je vous ai dit que c'est l'attaque qui dure généralement le plus longtemps de toutes les attaques réseau. Je pense que je choisis pas le vert terrible, je pense que celui-là n'est pas vraiment bien comme vert, celui-là est un peu mieux. Hop, je vais faire comme ça aussi, et comme ça aussi. Très bien. Alors, la question suivante, je change juste un peu ça. La question suivante, qu'est-ce qu'elle nous dit? Quel est l'objectif de la fonction d'authentification de la sécurité réseau? Alors, l'authentification, rappelez-vous, on a dit il y a l'authentification, l'autorisation et l'accounting. Authentification, ça nous permet de valider que monsieur A, c'est vraiment monsieur A. L'autorisation, ça permet de dire monsieur A, quand il accède aux différents répertoires, à quel répertoire il peut y accéder, à quel répertoire il ne peut pas y accéder. Et l'accounting, le fait d'écrire la totalité des actions que monsieur A est en train d'effectuer. Alors, on va voir les réponses ici. Demander aux utilisateurs de prouver leurs identités, j'ai l'impression que c'est la bonne réponse. Déterminer les ressources accessibles par un utilisateur, surveiller les activités d'un utilisateur, fournir des questions d'authentification.
Bon, pour moi, la réponse, elle est clairement la première qui reste la bonne réponse. Alors, quelle fonctionnalité du pare-feu permet de s'assurer que les paquets entrant sur un réseau sont des réponses légitimes à des requêtes provenant des hôtes internes ou d'un hôte interne? Alors, je vous ai dit déjà par le passé que un pare-feu, on a un réseau interne et on a un réseau externe de l'autre côté. Et ce que je vous ai dit, que le pare-feu ne laisse jamais le trafic externe passer ici, ne laisse jamais le trafic passer s'il n'a pas été déjà initié depuis l'intérieur. Du coup, si c'est initié, ça va partir, ça va pouvoir rentrer. Par contre, si ce n'est pas initié depuis l'intérieur, il ne va pas pouvoir le faire. Alors, la fonctionnalité, je vous ai parlé de pare-feu, je vous ai dit que c'est le pare-feu avec état. Et la fonctionnalité qui fait ça, c'est la fonctionnalité qui s'appelle l'inspection dynamique de paquets. Je ne sais pas si on a parlé de ça. Si, on a parlé de ça, ça s'appelle SPI, la fonctionnalité SPI. Ok. Alors, maintenant, la question suivante, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je pense que c'est clair pour cette question. Je n'ai pas l'impression, en tout cas, qu'elle est compliquée. Alors, la question, lorsqu'elle est appliquée à un routeur, quelle commande permet de limiter les attaques en force de mot de passe contre le routeur? C'est la fameuse commande justement que je vous ai montré et je vous ai dit que c'est la commande qui permet de bloquer les attaques de ceux qui essayent de forcer un mot de passe en essayant Cisco 123, Cisco 12, Cisco C majuscule, etc. C'est le fait de bloquer l'équipement pendant un certain temps s'il y a un certain nombre de tentatives qui se déroulent dans un temps spécifique. Et cette commande, c'est bien celle-là, login block for 60, bloqué pour 60 secondes. S'il y a 5 tentatives d'attaque dans une durée de 60 secondes. C'est cette commande-là, ça permet de bloquer en quelque sorte. Après, c'est à vous d'adapter les chiffres. J'ai l'impression que 60 ici, c'est très peu, mais c'est à vous après d'adapter les chiffres en fonction de votre politique de sécurité au sein de votre entreprise. Alors, la question suivante, elle nous dit quelle fonctionnalité de SSH le rend plus sécurisé que Telnet pour une connexion de gestion de périphérique. Alors, quelle fonctionnalité de SSH va le rendre encore plus sécurisé que le Telnet? On va voir. Confidentialité avec IPsec, exigence plus stricte en matière de mot de passe, j'ai pas l'impression. On a pu faire un mot de passe normal type Cisco. Connexion aléatoire à un port unique, non. Information de connexion et chiffrement de données. C'est ça le point. C'est que le protocole SSH, il permet d'assurer un chiffrement de données, et c'est que les données qui circulent entre un point A et un point B sont des données chiffrées, sont des données, on dit dans le langage, je vous ai dit que c'est pas de la langue, c'est pas du français, mais c'est pas grave, on utilise le terme, les échanges sont cryptés entre le point A et le point B, et du coup, il n'y a aucune possibilité d'essayer d'écouter les messages qui sont passés en SSH. Alors, la dernière question, qu'est-ce qu'elle nous dit? Quel est l'avantage d'utiliser SSH plutôt que Telnet? Je pense que ce qu'on était en train de dire. SSH est plus simple à utiliser. Non, c'est au contraire, il est plus compliqué. SSH est plus rapide. Il n'y a pas de plus rapide et de moins rapide. Ils font pratiquement la même chose. Mais s'il y a un qui est moins rapide, c'est bien SSH. Parce qu'il ajoute la surcouche de chiffrement en plus. SSH assure des communications sécurisées aux hôtes d'accès. J'ai l'impression que c'est une bonne réponse. SSH prend en charge l'authentification pour les demandes de connexion. Non, il n'y a pas d'authentification pour la demande de connexion. Si tu as le mot de passe, tu passes normal comme tout le monde. Du coup, pour moi, la bonne réponse, c'est la réponse 3 qui nous dit SSH assure des communications sécurisées aux hôtes d'accès. Sur ce, je vous dis, je pense que c'est terminé pour ce chapitre. Si vous n'avez pas d'autres questions, si vous n'avez pas d'autres remarques spécifiques ou des choses que vous n'avez pas compris, vous pouvez passer directement au chapitre suivant. Sinon, si vous avez des soucis, n'hésitez pas à m'écrire. Et sur ce, je peux vous valider que le chapitre 16 qui parle de la sécurité vient d'être terminé. Et bon courage à vous tous. Salut!